On reste dans un système où on pense vraiment que les compétences essentielles, principales à transmettre à un élève, c'est de faire de l'apprentissage par cœur, c'est de faire je sais pas, de l'écrit quasi exclusivement, etc. Je veux dire, il y a encore trop peu de réflexion sur ce que pourtant toute la psychologie nous apprend d'évidence, c'est pour ça qu'on a besoin de psychologues dans l'éducation nationale, à savoir l'importance de donner confiance en soi à un élève. Je veux dire, en fait, c'est à partir du moment où la confiance en soi est installée, en effet, d'abord, il pourra mieux définir par lui-même quel métier il veut exercer plus tard. Il saura mieux l'imposer, y compris à un univers qui le dévaloriserait spontanément. Donc, l'importance de la confiance en soi, l'importance de l'expression orale, l'importance de ce qu'on avait essayé de faire avec ce qu'on appelait l'interdisciplinarité, c'est-à-dire d'essayer de comprendre le monde, en fait, en mettant en résonance, en rapport les différentes matières qu'on apprend, y compris au collège, et dont parfois on ne voit pas vraiment trop l'intérêt, l'utilité, etc. Sauf que quand on vous explique à quoi ça peut servir, bah, ça rend tout de suite la chose plus utile. L'importance de travailler ensemble, de façon coopérative. Donc toutes ces choses-là, en fait, je ne sais pas, moi, pour moi, ça me paraît tellement évident que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. En fait, je pense que plutôt que de se lancer dans un exercice qu'on peut faire pour partie, mais il ne faut pas que ce soit l'alpha et l'oméga, un exercice genre de divination des métiers de demain. Quand on dit demain, c'est à horizon 2050, tu vois. Il vaut mieux partir du principe que ce qui est le plus important à développer comme compétence chez les élèves, c'est justement la capacité à rebondir, à s'adapter. Moi, je vois, je ne suis pas seulement une ancienne ministre de l'Éducation, je suis aussi une mère de famille, donc je vois par exemple j'ai 2 enfants de 9 ans. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand je vois, dans les discussions avec mes enfants, qui sont capables de raisonner, en fait. Qui sont capables de raisonner en partant de n'importe quel objet, on s'en fiche, mais je veux dire, qui sont capables d'avoir une pensée construite, etc. Je suis plus contente de les entendre comme ça raisonner que de les entendre me réciter par cœur un texte qu'ils auront bachoté. Et je pense que c'est juste ce type de perception-là qu'il faudrait qu'on ait, pas simplement en tant que parents, mais qu'on retrouve dans l'institution scolaire. C'est apprendre à ses élèves à être capables de surmonter les difficultés, de faire preuve de créativité, de ne pas s'être enfermé dans des cadres tellement étroits que du coup, dès que le cadre change, on est désespéré et on n'a plus d'idées. C'est ce genre de choses. Et je suis persuadée que l'école peut contribuer beaucoup à ça. Ça aussi, ça fait partie de la culture française. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que du coup, j'ai évidemment comparé avec d'autres pays et je me suis rendu compte qu'en France, on avait une culture où il fallait finir ses études supérieures très tôt. Et donc, je ne sais plus quelle est la moyenne, mais on doit finir nos études supérieures en moyenne à 24 ans. Bon, je ne parle pas de médecine forcément qui est plus long, mais je veux dire en moyenne, on doit finir vers 24 ans. Tu prends les pays du nord de l'Europe, ils finissent en moyenne à 27-28 ans. Et parce que c'est tout à fait normal de se chercher, de prendre une année de césure, etc. Alors nous, on a installé l'année de césure, mais ce n'est pas encore vraiment dans les cultures. Quand on fait de la politique, on a cet avantage énorme qui est qu'on rencontre énormément de monde, de tous les milieux, de tous les mondes. On navigue entre tous ces mondes. Et moi, maintenant, je suis capable de dire que le fait d'avoir fréquenté tous ces mondes me rend extrêmement lucide sur ce qu'on se disait en introduction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une excellence. Je veux dire, me rend extrêmement peu sensible à tout ce qui est paillettes de l'excellence. Je veux dire, non, c'est pas parce que, y compris tel type est devenu grand PDG de je sais pas quoi, qu'il est excellent, parce qu'en fait, quand on le rencontre au quotidien et qu'on se rend compte de ce que c'est, etc., on se dit, bah oui, mais en fait, j'ai trouvé plus d'intelligence de vie et de situation chez tel commerçant, voilà, qui s'est fait comme ci, comme ça. Et même, je veux dire, même la richesse intellectuelle, il y a parfois des gens très sachants, mais qui n'ont pas d'intelligence de situation, qui n'ont pas d'intelligence de vie. Donc, du coup, l'excellence, en fait, elle est beaucoup plus diffuse que ce qu'on veut bien dire et bien croire. Et donc, c'est pour ça que je plaide pour qu'on arrête de parler d'une excellence. Voilà. Merci.